Bienvenue sur Rosalie. On est parti, aujourd'hui on va rencontrer Florentin, on va parler de haies, on va parler de tout ce qui tient à la régénération des haies et de la situation des haies en Limousin. Je ne sais pas s'il y aura un volet ou plusieurs volets, je pense qu'il y en aura plusieurs parce que le sujet il est immense et nécessaire. Donc on est parti, on va à Saint-Christophe et je vais vous présenter le lieu où ils font leurs expérimentations. Bonjour Florentin. Bonjour. Donc toi tu travailles au CPIE. C'est ça, tout à fait, ouais. Je suis salarié. Donc tu es responsable de quoi au CPIE? Je suis chargé de projet, des projets autour de la haie et du bocage. D'accord. Donc là, on est à quel endroit? On est sur une exploitation au sud de Guéret, donc au sud du massif de Chabrières, sur un terrain d'expérimentation. Ici, il n'y a pas eu de plantation ou il n'y a pas eu de plantation. En fait, les arbres et les arbustes qu'on voit ici étaient déjà présents. On est venu les couper au pied pour prélever le bois. Et donc là, on est sur la repousse qui a un peu plus d'1 an. Donc les agriculteurs, ils étaient partants pour faire un truc entre vous comme ça, et c'était quoi le projet? En fait, au CPIE, on a réalisé un diagnostic sur les haies creusoises et on s'est rendu compte que le bocage, notamment, était assez dépérissant, était assez fatigué. Et une des solutions pour le garder dynamique, c'est d'utiliser les produits en fait, que peuvent nous fournir les haies, notamment le bois. Et en fait, on cherchait une ferme ou faire une expérimentation de coupe pour qu'on voit comment ça réagit sur notre territoire. Et donc l'exploitation sur laquelle on est utilise déjà du bois qu'ils ont déchiqueté pour la litière pour leurs animaux. Et donc on a profité de cet échange, de cette volonté de tester commune pour faire ce chantier. D'accord. Et donc c'est des paysans qui sont en culture conventionnelle ou... Alors ici c'est une exploitation qui est en bio, qui est en bovin à l'étang. Il y a aussi une production de bœufs et puis un petit peu de culture pour les animaux et puis pour transformer. Donc là la haie elle fait combien en linéaire? Elle va derrière les frênes qu'on voit juste là-bas, enfin jusqu'aux frênes d'ailleurs. Et donc 100 mètres de long sur plus de 2 mètres de large. D'accord. Et donc tu m'as dit en bois, pour eux ça représentait combien de mètres cubes, 100 mètres? Sur 100 mètres, eux ils ont gardé 70 mètres cubes de plaquettes, ce qui est un tiers de leur consommation annuelle actuelle. D'accord, et donc pour faire les plaquettes, c'est une machine qui vient? Ouais, c'est une grosse machine qui appartient à la CUMA départementale, à la CUMA de la Creuse, qui est partagée sur la Creuse et la Haute-Vienne. Et donc c'est une très grosse machine, c'est un petit peu comme les broyeurs de branches qu'on a chez nous, sauf que là, la machine est capable de prendre des troncs de fort diamètre, jusqu'à 40 ou 50 cm. Ce qui n'était pas l'objectif ici, mais en tout cas ça permet de produire des plaquettes de bois, donc des morceaux de bois déchiquetés qui font environ 3 cm par 3 cm. D'accord. Et du coup pour eux, ils n'utilisent pas du tout de paille pour... Alors si, ils utilisent la paille, la plaquette, ils l'utilisent en sous-couche. C'est-à-dire qu'on va venir curer l'endroit où sont les animaux, en intérieur, dans la stabulation. Là, il y a une couche de plaquette qui est mise donc au fond. La plaquette, elle est sèche. Et ensuite, les animaux sont mis sur ce lit de plaquettes de 10-15 cm environ. Et ensuite, au bout de quelques jours, il y a de la paille qui est remise par-dessus et on prend le cycle normal de paillage qui est à peu près tous les jours dans la stabulation. Et au bout d'1 mois et demi, ils retirent la matière,
le fumier, d'ailleurs qui est une partie est entreposée juste derrière moi, et il y a de la plaquette qui est remis à nouveau et le cycle de paillage jusqu'au mois et demi suivant. D'accord, et pour que les agriculteurs comprennent bien, du coup la plaquette elle se décompose au milieu du fumier. Tout à fait. Et donc elles sont dans le même cycle de décomposition, il n'y a pas de... Tout à fait. En plus ici il y a donc la CUMA départementale encore une fois a un retourneur d'andin, c'est-à-dire que c'est une machine qui est capable de remuer ce tas et ça permet de favoriser l'oxygénation, d'éviter le pourrissement et ça permet une bonne décomposition. Donc en plus le fumier ici est utilisé en grande majorité en compost et donc la plaquette se décompose quasiment totalement sur quelques mois. Et ça en termes d'incorporation dans les sols, est-ce que par rapport au fumier pur ou avec la plaquette, est-ce qu'il y a un gain de quelque chose en éléments? Est-ce que c'est moins acide? Est-ce qu'il y a des variantes? En fait, l'acidité, elle se fait principalement quand il y a une mauvaise décomposition. Donc à partir du moment où on décompose bien la matière, on n'a pas de crainte à avoir de l'acidité. L'acidité pourrait venir des tanins qu'il y a dans le bois, sauf que le tanin se trouve plutôt dans le tronc, notamment des arbres comme le chêne ou le châtaignier, mais dans les branches il y en a quand même beaucoup moins. Et donc la haie est une zone où on va produire plutôt de la branche et donc en faible teneur en tanins, et les tanins sont lessivables, donc c'est à dire que si la plaquette elle prend l'eau, les tanins vont s'en aller. Donc déjà c'est pas une problématique d'acidification, c'est antiseptique, antibactérien, et donc ça pourrait venir aussi tuer les bactéries qui voudraient le décomposer. Sauf que là, vu qu'on est sur des branches de faible diamètre avec un tas qui est en plus lessivé, du bois qui est lessivé, qui est laissé à la pluie, et ben on n'a pas cette problématique des tanins dans la plaquette et ensuite dans le compost. Donc à partir du moment où c'est bien composté, il n'y a pas de souci, et en fait même un fumier frais peut être épandu sur une parcelle. Par contre la plaquette elle peut mettre un peu plus de temps à se décomposer, et si on veut faire du foin fauché dans la foulée, et ben si notre sol n'est pas très vivant, n'a pas absorbé toute cette matière, et ben forcément on risque de retrouver des petits bouts de bois dans le foin éventuellement. Donc il y a besoin de maîtriser l'itinéraire technique, et effectivement composter la matière c'est une bonne solution. Et derrière ça apporte aussi un peu plus de carbone dans le sol, et ça va permettre aussi de favoriser le développement des mycorhizes, des champignons dans le sol, ce type de compost. Je ne dis pas que ça va correspondre à tout, mais en tout cas c'est une matière qui nourrit bien les sols, notamment les prairies qui auraient besoin d'être amendées. Donc en fait Florentin, là tu nous disais tout à l'heure que la haie elle faisait 2 mètres. Donc est-ce que c'est important cette largeur, sur quoi on se base en fait pour déterminer la largeur d'une haie? En fait les différentes études menées sur les fonctionnalités comment elles fonctionnent, comment elles rendent des services, comment elles remplissent leur rôle, montrent qu'une haie, pour qu'elle fonctionne bien, il faut que sa largeur, on dit d'embase, donc c'est-à-dire au sol, les arbres et les arbustes, il faut qu'elle fasse au moins 2 mètres de large. Donc c'est-à-dire que l'embase, du premier brin au dernier brin, il faut qu'il y ait 2 mètres au minimum. D'accord. Et donc ici, on est à peu près sur cette largeur-là. Alors bien sûr, il y a des endroits, si la haie elle fait 1 mètre, ou s'il y a des endroits elle fait 3-4, voilà, ça reste une haie et c'est pas un élément artificiel, c'est pas un mur. Ouais, donc ça c'est ce qu'on a déterminé par rapport à comment on pourrait appeler ça, la fonctionnalité d'une haie pour qu'elle soit fonctionnelle. Pour qu'elle soit fonctionnelle, pour qu'elle fonctionne bien, et on va dire que quand elle fonctionne bien, ça veut dire qu'elle elle a un bon état écologique, tout ce qui est faune, donc l'abri pour les animaux, c'est ça, la biodiversité, donc ça va être aussi bien l'accueil, donc pour les nids, pour quand il y a des trous dans les arbres ou dans les souches, pour différents animaux, pour faire des terriers, ça propose des cavités, mais il y a également le fait qu'il y ait
y ait des feuilles, des fleurs ou des fruits qui servent de nourriture aux animaux. Donc ça, on va dire que c'est la biodiversité au sens large. Derrière, il y a aussi l'intérêt de production de branches, donc qui sert aussi à la biodiversité, et de racines. Tout ça, ça va servir, on va dire qu'on appelle ça la production de biomasse. Et derrière, ça peut nous servir à nous aussi pour venir prélever du bois et s'en servir comme bois d'œuvre ou pour se chauffer. Et puis derrière, il y a d'autres rôles qui sont liés à l'agriculture. Par exemple, on va avoir dans cette bande enherbée qui est au pied de la haie, on va avoir énormément d'auxiliaires de culture, et les racines des arbres aussi vont se développer en surface et vont permettre là de d'être utiles aussi pour les rôles sur l'eau, pour l'infiltration ou l'épuration de l'eau. Voilà, et donc dans les rôles, il y a aussi le stockage du carbone. Et donc là, c'est à la fois le bois aérien et souterrain qui est important. Donc voilà, et puis après, il peut y avoir le rôle paysager, bien évidemment. Donc là, par exemple, on est sur une descente, hein, c'est une colline, voilà. Donc là, on a un tas de fumier. Et donc, cette haie, en fait, par rapport aux écoulements du fumier, grâce à sa fonctionnalité, c'est ça. Elle va pouvoir prendre la pollution éventuelle qui va couler, en sachant qu'on a une rivière qui est en dessous. Là, il y a une autre haie. Et en fait, les deux rangs de haies vont apporter une purification, en fait. Tout à fait, oui. En fait, le fait que le système racinaire il soit bien développé à la fois en profondeur mais aussi en surface, ça permet que les jus qui vont s'écouler éventuellement ne ruissellent pas en surface et se retrouvent directement dans le cours d'eau. Ils vont être infiltrés et nettoyer, on va dire, la haie avec son système racinaire et puis avec la matière organique qu'il y a à son pied, vont permettre l'épuration, en fait une pré-épuration de l'eau. Et en plus là, effectivement, il y a deux haies, plus la haie qui est en bord de cours d'eau, donc avec de la prairie permanente, le tas de fumier ici ne pose pas de soucis. Mais en tout cas, les haies vont jouer ce rôle-là, notamment. D'accord. Et donc, si la haie faisait 1 mètre, par exemple, est-ce qu'on aurait la même efficacité ou on n'aurait certainement pas le même résultat au final. Elle jouerait quand même son rôle hein, d'infiltration, même si elle est toute petite, la haie peut quand même infiltrer un petit peu et filtrer. Mais globalement, ça sera qu'à quelques pourcents par rapport à une haie qui est bien fonctionnelle, qui elle va remplir son rôle à 100% et potentiellement épurer complètement l'eau, et quand elle arrive dans le cours d'eau, elle est de nouveau de bonne qualité. Alors on dit qu'elle remplit plus de 70 rôles rien qu'autour de l'eau, du cycle de l'eau. Mais globalement, si on résume, la goutte d'eau, il faut qu'elle fasse un chemin le plus long possible entre l'endroit où elle tombe et la rivière. Une fois que l'eau elle est dans la rivière, elle est partie en quelques heures de creuse et elle se retrouve en quelques jours dans l'océan. Et en plus, cette haie-là, par exemple, elle n'est pas complètement parallèle, perpendiculaire à la pente, c'est-à-dire qu'elle est en travers de la pente. Et donc, elle va permettre à l'eau non seulement de s'arrêter, soit de la traverser, soit si elle est un petit peu oblique à la pente, et ben l'eau elle va suivre la haie. Elle va arriver à une autre haie, elle va suivre l'autre haie. Et ça, c'est un des grands enjeux, c'est que l'eau, il faut qu'elle reste le plus longtemps possible dans nos sols, parce qu'on n'a pas de nappe phréatique, on n'a pas de réserve, et que l'eau, elle ne tombe pas tous les jours. Donc, si on en veut un petit peu sur notre territoire toute l'année, ou du moins en quantité suffisante, il faut allonger son chemin. Et les haies sont une bonne aide, font partie des éléments qui permettent ça. Donc on n'est pas sur un talus comme en Bretagne, ou du moins en Bretagne c'est assez traditionnel. On est sur un talus-marche, c'est-à-dire que là on a une marche, une pente, et après on a le sol au niveau, c'est comme une terrasse. Et donc ça ne va pas, ça va accélérer plutôt le chemin de l'eau, ça va accélérer le ruissellement. Et un des enjeux des haies aussi par rapport à l'eau et par rapport à nos terres agricoles, c'est de maintenir, de limiter l'érosion. La terre qui risquerait après une pluie de descendre dans le bas du champ, au moins elle reste au niveau de la haie, elle ne se retrouve pas dans la rivière. Parce qu'une fois qu'elle est dans la rivière, elle est perdue, elle est partie, on ne pourra pas la remonter sur les terrains. Donc on a beaucoup de talus-marches et il est très important qu'ils soient bien boisés.
pour justement pas accélérer et pas accentuer ces phénomènes d'érosion. Tu nous parles en fait de l'ourlet enherbé, comme si en fait il faisait partie prenante de la haie. Et donc j'en déduis qu'il est important et qu'il est constitutif en fait. Oui, tout à fait. Là, bon, on est à la bonne période parce que c'est en fleurs, donc on voit là, entre les différentes couleurs de feuillage et de floraison, on voit ici qu'il y a une diversité. On la sent aussi, je ne sais pas si tu la sens, avec le gaillet là, odorant, qui est très odorant là. On a du hou également. Et donc en fait, cet ourlet enherbé, à la fois il va permettre le développement de quelques essences ligneuses, arbres ou arbustes au pied, hein, comme on peut voir là avec le hou qui est en train de se développer, mais aussi de tout un cortège de fleurs qui sont à la frontière entre des essences, des espèces qu'on va retrouver plus proches des forêts. C'est souvent le cas des lisières, comme on peut en parler en permaculture par exemple. Ce sont des zones très riches. Et donc cet ourlet enherbé, où je vous l'ai dit tout à l'heure, des racines se développent, notamment des racines des arbres et des arbustes qui sont dans la haie, on a aussi toute une strate, tout un étage avec des plantes herbacées, donc qui ne font pas de bois et de manière assez diversifiée. Mais derrière, ça sert aussi, par exemple, pour infiltrer l'eau. C'est le premier filtre. D'accord. Donc si on résume, pour avoir une haie fonctionnelle, on a besoin à peu près de 2 mètres de largeur et d'un ourlet enherbé de combien? Au moins 1 mètre. Alors quand il y a une prairie permanente, eh ben, la prairie permanente n'est jamais retournée, donc l'ourlet est, on va dire, infini, la taille de la prairie. 1 mètre, bah, c'est la distance qu'on a ici entre la pousse de houx et le fil électrique. Bien sûr, cet ourlet enherbé, il peut être débroussaillé, ça pose pas de problème. Après, plus on le fait tard dans la saison, mieux c'est pour la biodiversité. Pour quelqu'un qui fait des céréales, par exemple, où voilà, en fait, dans l'idéal, il ne faudrait pas venir au pied de la haie. Voilà, faudrait laisser ce mètre vital en fait pour la haie, parce que ça aide aussi la haie et les animaux qui sont dedans aussi se servent de cette lisière en fait. Il y a une couche de chevreuil juste derrière, donc les animaux viennent s'y abriter et effectivement cet ourlet enherbé fait partie de la haie intégrante. La haie taillée sur 3 faces ou la haie taillée au carré, c'est une forme de haie qui est issue des haies plessées que les paysans autrefois venaient prélever du bois, laisser certains brins, les entailler et les coucher. Et donc ça donnait cette forme de barrière, de mur. Et donc c'est quelque chose qui est resté dans les mœurs. Et au moment de l'arrivée de l'épareuse sur nos territoires, elle a été utilisée pour entretenir les haies et notamment réduire leur emprise, car on souhaitait produire plus dans les parcelles et donc limiter la place de la haie. Et donc avec l'épareuse, on entretient aussi bien le bas-côté que la haie. Et donc ces haies sont très peu développées en largeur et en hauteur. On savait il y a 3 ans, avant de commencer l'étude, que la Creuse avait un linéaire de haies très important, autour de 35 000 km. Ça, ce sont des données issues de l'IGN. Mais on ne connaissait pas la qualité de ces haies.
on ne connaissait pas la qualité de notre bocage. Et on avait ce sentiment d'arrachage, de disparition du bocage, qu'il était en train de se dégrader. Alors quand je dis on avait le sentiment, c'est pas au CPIE, c'était partagé avec différents acteurs et citoyens du territoire. Et donc on est allé sur chaque haie, alors pas chaque haie des 35 000 km, mais on est allé sur 3 966 haies. Donc on a sélectionné en positionnant des grilles sur le territoire et en allant dans les grilles, enfin voilà, dans les mailles pour savoir sur quelle haie aller. Donc au total ça représente à peu près 400 km et donc on en tire quelques grandes conclusions, comme par exemple on se retrouve avec la moitié des haies qui sont libres, comme la haie qu'on peut avoir à côté de nous, donc qui est libre d'évoluer en hauteur, et puis on a l'autre moitié des haies, à peu près, hein, qui sont taillées au carré, avec ou sans arbre à l'intérieur. En général, quand il y a un arbre dans une haie qui est taillé au carré, c'est un chêne, en général. Et donc déjà, ça nous a montré qu'on avait deux grands types de haies sur notre territoire, de grandes formes. Alors après, c'est du vivant, hein, donc il y a beaucoup de diversité aussi dans les formes. Et donc c'est taillé au carré ou c'est libre. Après on a regardé est-ce qu'elle fonctionne en fait. On a regardé par rapport à la largeur de la haie, par rapport à sa continuité, s'il y avait des trouées, aussi bien sur la longueur que dans la hauteur, etc. Et donc on remarque qu'il y a un grand nombre de haies qui montrent au moins un facteur de dégradation, plus de 90%, et notamment avec un bocage qui est vieillissant. Donc ça amène quelques problématiques, aussi bien au niveau des fonctionnalités qu'au niveau de sa pérennité. Et en termes de répartition des haies sur le département, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus fournies que d'autres? Est-ce qu'il y a des problèmes d'absence, de manque à certains niveaux, de disparition par rapport à d'autres endroits où ce serait plus préservé, des zones où il vaudrait mieux intervenir que sur d'autres? En fait, on a une densité globale sur le territoire très intéressante. C'est-à-dire qu'on est entre 90 et 100 mètres linéaires de haies par hectare et par exploitation agricole. Donc c'est une densité qui permet un maillage fonctionnel. Derrière, donc, quand on regarde les cartes de densité et de l'effet de cette densité sur le territoire, on voit qu'effectivement il y a des zones comme des zones assez regroupées à l'est et à l'ouest du département qui manquent un peu de densité. Contrario, la vallée de la Creuse présente une densité plus importante. Après, sur le plateau de Millevaches, avec la présence de forêt, forcément les densités de haies sont moins importantes. Mais là où il y a du bocage, même sur le sud du département, le bocage est assez dense. Donc globalement, on a une densité de haies qui est tout à fait correcte en Creuse, mais avec des haies qui rendent de nombreux services, mais pas tous les services qu'elles pourraient rendre. Des arbres et des moulins sont légers sur le verre tendre où vient s'ébattre et s'étendre l'agilité des poulains. Donc en fait, l'obtention de ces fonctionnalités par la gestion durable et notamment la coupe de la haie, c'est indissociable d'une très haute ambition de coupe. Faut avoir une très haute qualité. Et notamment la qualité, c'est que quand on coupe à la tronçonneuse, il faut venir recouper à la tronçonneuse, il faut que la coupe elle soit nette, qu'elle permette l'étanchéité au niveau de la souche et qu'elle soit au plus près du sol. Et c'est le fait qu'elle soit au plus près du sol qu'on a autant de brins. Là, je sais pas, on a peut-être une trentaine de brins qui sont ressortis, et pas du bois, qui sont ressortis à côté de la souche. Je vais essayer de vous le montrer. C'est vraiment les brins, ils sont pas sur la souche, ils sont vraiment à côté. Là, c'est le sol, c'est la terre. Ils sont vraiment sortis de terre. Et ils ont un système racinaire indépendant, du coup. Et c'est ça qui, en un an, tu vois, on a des brins
qui font 1,5 cm, 2 cm de diamètre et de nombreux brins. Et bien sûr, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui vivront le plus longtemps parce qu'ils auront de la lumière. Mais tout ça, ça a été possible parce que sur le GAEC, on est revenu prendre les coupes, on est revenu ensemble le faire et on s'est mis une ambition qui était assez haute. Si on avait coupé plus haut, même des fois 10 cm plus haut, on n'aurait pas forcément eu ce résultat-là aussi marqué, parce que je pense que tu peux en témoigner. Là, la haie, c'est assez impressionnant. Après un an de pousse, comment elle est dense. Là, vous voyez, je fais 1,90 m, elle est à ma hauteur, et c'est pas les brins les plus hauts de la haie, quoi. Et avec la tronçonneuse, là, pour couper, avec les chaînes dans la terre, c'est chaud, non? C'est chaud, surtout que cette haie-là, il y avait des pierres dedans. Donc ici, c'était en talus, marche, avec des pierres. En plus, le talus est assez haut, il y a un bon mètre. Donc ici, c'était vraiment des conditions pas faciles. Quand il y a une machine qui vient, elle ne fera pas la qualité suffisante pour qu'il y ait une bonne repousse. Donc il faut couper un petit peu plus haut avec la machine et derrière revenir avec la tronçonneuse. Et la tronçonneuse, ça se fait, on a réussi à le faire, on y a passé peut-être à deux une bonne heure sur 100 mètres, donc c'est pas non plus, tu vois, la reprise de coupe ne te mobilise pas une journée complète. Par contre, il faut savoir affûter sur le terrain, faut en général avoir 2 bécanes de taille éventuellement différentes, dont une qui peut être assez grosse, parce que quand les souches sont assez grosses, faut des guides assez conséquents, mais c'est comme les bûcherons en fait, hein. C'est des méthodes qu'ils utilisent déjà en forêt alors qu'il n'y a pas des pierres partout. Et ce qui peut être bien, c'est d'avoir des chaînes dans sa trousse de secours. Que si ça consomme un peu plus de chaînes, eh ben, c'est pas grave. Derrière, on devrait s'y retrouver avec la valorisation du bois de la haie. Et puis de tous les autres services. Je parle de bois, mais aussi de la biodiversité, aussi sur les rôles sur l'eau et compagnie, quoi. Et donc en termes de taille à l'épareuse, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des choses à savoir en fait pour tailler la haie correctement? Alors en fait là, l'idée ça va être que la clôture elle soit suffisamment loin pour que la haie elle puisse s'épanouir. Donc normalement les branches elles ne vont pas venir tomber sur le fil. On le voit d'ailleurs, hein. Vu que les coupes sont de qualité, la haie est assez gainée. Elle se tient bien. Mais quand on a des branches comme ici qui vont dépasser et à un moment qui risquent de tomber, soit on vient la couper à la main avec le sécateur, soit si vraiment ça concerne quelques bouts de branches, à l'épareuse, il ne faut pas attaquer des pousses de plus de 2 cm. Mais en réalité, des pousses de cette taille-là, elles sont déjà importantes. Donc l'épareuse, quand ça bouge comme ça, souvent ça souffle la branche, donc on peut la faire tourner à l'envers. Ça permet de réussir à venir toucher la branche. Donc dans l'entretien d'emprise qui va limiter la largeur de la haie, on vient vraiment effleurer parce que ça va les éclater. Et donc si on éclate des brins trop importants, derrière on a de la mortalité dans les branches. Et voir si c'est des branches qui deviennent très très grosses, elles peuvent tomber plus tard. Mais l'idéal, c'est de laisser de la place à la haie. Elle ne va pas s'étendre sur des dizaines de mètres. On continue à venir entretenir au sol en fauchant l'ourlet enherbé. Et la haie, on lui laisse la place de se développer. Vague d'un dimanche, voici se jouer aussi de grandes brebis aussi douces que leur laine blanche. Tout à l'heure déferlait l'onde roulée en volute de cloches comme des flûtes dans le ciel comme du lait. Donc pour les amis agriculteurs qui nous regardent, en fait, ceux qui sont intéressés par la gestion des haies, souvent j'ai entendu voilà, certains voudraient agir mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et apparemment il y aurait des plans d'accompagnement qui pourraient les aider en fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a un contexte assez favorable à la haie, notamment sur l'accompagnement des gestionnaires. Et donc, que sont les agriculteurs hein, en priorité, mais également les collectivités. Et donc, on a des outils qui existent, et notamment des outils de certification. Alors, qui ne vont pas être adaptés à
tout le monde, mais qui peuvent être intéressants dans certains cas, et notamment le label E, qui est un label à la fois un outil pédagogique et à la fois un outil de certification, c'est-à-dire que quand on a le label, on atteste qu'on a un bocage qui est en bon état écologique et qui rend bien ses services à l'écosystème. Et donc le label E, il est composé de 3 niveaux avec des critères pour chaque niveau, et donc ça permet à l'agriculteur d'évoluer dans sa pratique de gestion des haies, et ça en cohérence avec à la fois l'agriculture qu'il mène et sa volonté de préserver son bocage et ses... Nous, au CPIE, on propose des pré-audits qui sont des diagnostics des pratiques de gestion de l'exploitation, enfin que l'on retrouve sur l'exploitation. Après, lorsque l'on va vouloir gérer ces haies, il va être intéressant, et notamment prélever du bois, faire des chantiers, il va être intéressant de planifier ces chantiers et ces travaux. Chaque haie, l'état dans lequel elle est, comment elle se développe, de quoi elle est constituée, et ensuite de planifier les travaux. Et ça, on peut le retrouver à travers un plan de gestion. Et il y a un plan de gestion qui fonctionne avec le label E, qui est le plan de gestion durable des haies, et donc qui permet cette approche globale et cette planification de travaux. Et donc, il y a une association aussi qui s'appelle PromHaie. C'est ça, PromHaie en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc eux, ils ne sont pas sur la Creuse, mais ils seraient dans le Limousin présents quand même. On peut faire appel à eux? Oui, tout à fait. C'est une association des Deux-Sèvres, mais qui rayonne sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour la partie est, ils sont présents notamment en Haute-Vienne. Et puis après, au-delà du Limousin, dans la Vienne, la Charente, etc. Et ils sont en capacité d'accompagner, de faire des accompagnements comme nous au CPIE ou avec d'autres acteurs de la Creuse, accompagner les agriculteurs dans la gestion en fait de leur haies. Alors en Haute-Vienne, il n'y a pas de CPIE, et en Corrèze, ils n'agissent pas sur la haie de cette manière-là. Par exemple, en Corrèze, il y a la Chambre d'agriculture qui intervient sur la question des haies. Et dans cette gestion durable, du coup, comment on voit l'avenir en fait au niveau des exploitations? Parce qu'on sait que le nombre d'agriculteurs va encore baisser, donc les fermes vont encore fusionner, donc on risque d'avoir encore des plus grandes surfaces. Et donc vous travaillez en fait sur une visualisation un peu du futur et des propositions pour les paysans? Tout à fait. Aujourd'hui, on pense que pour que la haie retrouve une place, ou du moins la place qu'elle mérite, pour rendre, encore une fois, pour pouvoir rendre tous ces services aux écosystèmes, on pense qu'il faut qu'elle ait une place de choix au sein d'une exploitation agricole, et notamment qu'elle puisse intégrer un système économique. Mais un système économique, pas à n'importe quel prix, mais plutôt avec une forte valeur écologique en fait, une très haute exigence écologique, et donc cette haie, pour la valoriser, pour qu'elle fonctionne bien dans les exploitations, pour qu'elle ait sa place notamment économique, il faut qu'on puisse valoriser les produits. Voilà, pour l'intégrer comme une production au sein de l'exploitation. Tout à fait, ça fait partie de la parcelle, et ici c'est très marqué, hein, on a plusieurs haies au milieu de même parcelle, et donc ça fait partie de la production de biomasse de la parcelle, qui sert à la fois à la biodiversité, mais qui peut servir aussi aux usages et aux besoins humains. Un grand merci Florentin pour ton accueil, et peut-être à plus pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Allez, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve de ce côté pour faire un débrief. Donc le débrief, en fait, je ne sais pas si je vais le mettre en début de vidéo ou si je vais faire des vidéos courtes qui sont plutôt destinées à avoir les renseignements le plus rapidement possible, en fait. Surtout pour les agriculteurs, parce que les agriculteurs n'ont vraiment pas le temps de regarder des vidéos. Et pour approfondir, voilà, on peut rentrer dans la grande vidéo. Donc en résumé, la haie en Creuse, elle est plutôt vieillissante, donc il y a un besoin de régénération du bocage. La haie en Limousin a diminué de 50% depuis les années 50.
On a vu qu'une haie, pour qu'elle soit fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle remplisse son rôle dans l'environnement, son rôle de captage de l'eau, de barrage des ruissellements, le rôle pour la biodiversité, pour les espèces animales, bref, pour l'environnement, pour qu'il y ait une symbiose en fait du bocage. Il faut qu'elle fasse 2 mètres de large avec 2 ourlets enherbés de chaque côté. Donc ces 2 ourlets, ils sont importants, donc ça nous fait 4 mètres de large, en sachant que les ourlets d'herbe peuvent bien sûr être coupés. Donc la clôture, ben voilà, c'est bien qu'elle soit à 1 mètre pour laisser cet ourlet, pour que l'herbe elle pousse. Puis elle est coupée plus tard, voilà, au moment de l'entretien. Et donc concernant les labours, quand il y a des céréales, etc., ce qui serait bien, c'est de ne pas aller au pied de la haie et de laisser se mettre pour laisser l'herbe pousser. Bon, ça fait de la surface en moins, mais ça fait de la haie en plus. Il faut aussi ajouter qu'il est largement préférable de laisser pousser la haie en hauteur, sous forme de haie libre. Finalement, ça rejoint les traditions de nos anciens. Hein. Nos anciens, ils les laissaient. Je crois qu'on peut se baser. Ça rejoint un petit peu ce qu'ils faisaient en fait. Hein. Sauf qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu plus large. Ça, c'est dans l'idéal. Pour que le bocage arrête de dépérir. Et donc la solution, c'est en laissant pousser, en fait, d'avoir une équivalence en rendement, c'est-à-dire en rendement bois, en rendement plaquette, pour la litière ou en bois de chauffage. Bon, apparemment, ça va assez vite, donc c'est pas un souci. Et ça, en fait, ça va changer la donne, ça va complètement dynamiser la production, donc avoir plus de bois, plus de brins. Et tout ça, ça va être largement profitable en termes de production et en termes de biodiversité, donc tout le monde y gagne. C'est un petit geste, voilà, et si on coupe 10 cm au-dessus, 20 cm au-dessus, eh ben, ça va pas le faire, quoi. Donc en termes de contact, surtout pour les agriculteurs, donc il y a des plans d'accompagnement pour les haies. En Creuse, c'est le CPIE qui s'en occupe. En Corrèze, il faut s'adresser plutôt à la chambre d'agriculture parce que la configuration est différente. Il y a beaucoup plus de forêts et donc la forêt en Corrèze rentre beaucoup plus dans l'économie agricole. Donc si vous avez des infos là-dessus, moi ça m'intéresse aussi, donc vous pouvez faire des retours, les Corréziens, pour savoir comment ça se passe chez vous et est-ce qu'il y a des études qui ont été faites au niveau bocage. Pour la Haute-Vienne, il y a Prom-Haie qui se situe apparemment dans les Deux-Sèvres, mais qui rayonne de plus en plus et apparemment il y aurait peut-être moyen de faire appel à eux pour les accompagnements. Donc là on a abordé la haie bocagère. Donc il y a plein d'autres types de haies. Évidemment, le sujet est très vaste. Donc bien sûr, la haie se décline en plein d'autres types. Donc il y a des haies, voilà, qui sont plantées au niveau de la DDE, au niveau routier, au niveau infrastructure. Après, il y a les haies urbaines. Donc on peut aussi aller voir là-dessus parce qu'il y a il y a un gros chantier à faire de régénération des haies pour remplacer les haies de tuya par des haies qui favorisent la biodiversité, notamment les oiseaux, etc., avec la LPO, qu'on peut combiner aussi avec des productions fruitières, etc. Donc ça peut être pour des petites haies en ville, mais la production des haies fruitières, elles peuvent aussi être vues dans l'agroforesterie. Donc il y a les haies défensives, les haies brise-vent, etc. Pour l'élevage. Et donc il y a des essences différentes qui peuvent être faites. Et il faut savoir aussi qu'il y a dans d'autres régions, il y a des structures qui apparemment commencent à se monter ou sont montées, je ne sais pas trop. Si vous avez des infos aussi là-dessus, ça m'intéresse. Donc qui sous-traitent avec les agriculteurs, qui sous-traitent le travail de la haie. Si les agriculteurs n'ont pas le temps, il peut y avoir des équivalences, quelque chose de clé en main, avec des compositions particulières, des ententes économiques avec ces corps de métier en fait qui sont en train de se créer. Donc ça c'est le débrief et vous pouvez voir la vidéo en entier donc pour ceux qui rejoignent la vidéo courte pour en savoir plus. Maintenant on fait un débrief Rosalie, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à soutenir.
Donc ce pilote il est assez long, je ne sais pas combien il va faire, 3/4 d'heure, 1 heure. Je vous donne un peu plus de précision. Donc voilà, tout le contenu il est artisanal. Le générique c'est la captation des signaux électriques d'un rosier, donc de rose. Donc on est vraiment dans la rosalie. Le morceau d'illustration sonore que vous avez entendu, c'est une composition sur un texte de Verlaine. Donc ça, vous pouvez le retrouver, je suis en train de le mettre sur les plateformes. Donc ce canal, moi, je le veux culture et environnement. J'ai vraiment envie d'essayer de faire une rencontre entre les deux. Tout comme j'espère une rencontre entre nous, entre tous les potentiels régionaux pour pouvoir avancer au niveau de l'environnement et surtout de notre rapport à l'environnement, pour faire tomber un peu les clivages en faisant des vrais points et qui concernent vraiment la région, parce que finalement la nature elle est très spécifique, les activités, les corps de métier sont très spécifiques et les réponses qu'on peut apporter en fait c'est pour sortir des clivages et qu'on arrive vraiment à parler ensemble. Donc j'essaierai, je vais tenter, et puis c'est à vous de jouer aussi, de donner la parole à des gens, et en écoutant des paroles différentes, et ben c'est que la lumière elle vienne un peu pour tout le monde, quoi, pour savoir ce qu'on peut faire quand on sait pas quoi faire, ou quand on a mené des études, qu'on a des réponses, pour aider à les partager et à les faire circuler. Bref, c'est du Rosalie tout craché. C'est pour que ça bosse là où ça a besoin de bosser en fait, et de relancer la machine, parce que là tout le monde, enfin chacun est un petit peu recroquevillé sur ses interprétations, et en fait il est l'heure de démarrer des outils un peu interdisciplinaires qui vont permettre la rencontre et qui vont vraiment pouvoir permettre de faire ce travail de rencontre et d'écoute les uns avec les autres, parce qu'on est tous dans nos spécificités. Et moi, ma spécificité, finalement, c'est plutôt de travailler au recoupement et au maintien d'une certaine unité, en fait, entre toutes les spécificités. Voilà. Donc cette chaîne, elle ne pourra fonctionner que si elle est financée. Donc je vais vous laisser un lien Ulule où vous pouvez me soutenir financièrement, en sachant qu'il y a des barèmes. Donc pour que ce soit possible pour tout le monde, en fait, ça commence à 1 euro par mois. Pour 3 euros et 5 euros pour ceux qui sont plus motivés et plus engagés. Il y a aussi des tranches pour les collectivités, pour essayer d'avoir un soutien de base, et en fait la chaîne elle va faire un travail de condensé, de concentration des éléments, elle va faire un travail d'investigation, elle va faire un travail culturel, donc de création culturelle. Donc elle va faire une part du travail qui pourrait être fait et qui ne peut plus être fait au niveau régional, à cause des financements, à cause de tout ce qui nous déborde, etc. Donc elle vient se placer vraiment pour répondre à un besoin. Pour pouvoir faire ce boulot-là, c'est très possible que moi je ne sois pas suffisant et qu'il faille d'autres personnes. Moi, je ne peux pas faire les choses si je suis pas rémunéré. Les gens à côté, ce sera pareil. Et si je collabore en tant qu'artiste, l'idée c'est avec d'autres artistes ou avec d'autres créatifs, d'autres inventeurs, etc. C'est aussi, s'ils font une production, de pouvoir les rémunérer et soutenir, se joindre à l'économie locale en fait, et vraiment donner une existence économique à ce type d'outils qui, vous verrez dans les prochains entretiens, sont quelque chose qui est en train de petit à petit se mettre en place, mais qui reste à faire avec des gens qui ont des compétences très particulières, très spécifiques, et qui ont eu des formations. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais qui ne sont pas des formations spécifiques, mais qui sont multipotentielles et qui ont parcouru énormément d'expériences, ce qui leur permet d'écouter les uns et les autres, etc. Et c'est des choses qui ne sont pas dans les formations que nous on propose dans les universités, dans tout ça, ça n'existe pas. Et c'est le terrain en fait qui forme. Et je fais partie de la génération et des courants en fait des 30 dernières années qui ont
qui ont expérimenté énormément. Et maintenant, il est l'heure pour moi et pour bien d'autres de mettre ces compétences en circuit, dans le circuit social et de les rendre efficaces en fait et de les mettre au service de tout le monde. Donc tout ce qu'il y a dans les vidéos là, c'est utilisable pour les lycées agricoles, pour les formations, pour les collectivités, pour tout le monde. C'est le jeu. Voilà, s'il y a un financement pour cette chaîne, c'est que tout ça se soit à disposition pour toute la région, mais aussi au-delà. Et peut-être aussi que j'irai chercher des choses d'ailleurs pour les présenter en fait dans le Limousin, en disant peut-être que ça pourrait s'adapter ou etc. Ou il y a tel mec qui a inventé un truc là, ça paraît pas mal, etc. Voilà, créativité, dynamisation et ouverture au moins à ce qui est possible d'ouvrir en termes d'efficacité et de besoins réels qu'on peut tous mesurer en fait dans cette région. Et en fait, tous ensemble, ça peut donner quelque chose de, je pense, de vraiment efficace. Donc voilà, Rosalie est là, en tout cas, pour contribuer à ça. C'était Rosalie, portez-vous bien la compagnie. Ciao, ciao, à bientôt, prenez soin de vous.